surprise. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas discuté ensemble sur une plateforme. Et ben oui, on a plusieurs sujets à parler. On va peut-être parler perspectives de guerre qui s'en viennent, l'espèce de trans manipulé ou manipulable ou manipulateur, qui sait. Ça reste à voir, cette affaire-là. Et l'immigration, le projet de PEQ, les partis veulent le remettre de l'avant. Donc, avec moi, j'ai Julien Baron-Carrier. Bonjour, Julien. Allô, ça va bien? Très, très bien. Rédacteur en chef, donc, rédacteur en chef et éditeur de Indocile Média. Bienvenue. Tout à fait. Et est-ce que tu as le Merci de temps de me te recevoir. reposer? Ben, ça fait plaisir. As-tu le temps de te reposer avec toute l'information qui passe? On peut dormir tranquille, il ne se passe rien. Non, ça ne marche pas. Hein? L'information est un feu roulant, un feu continu. Ça n'arrête jamais. Oui. Alors, en ce jeudi 19, je te dirais, qu'est-ce qui attire ton attention le plus aujourd'hui? Ben, honnêtement, les sujets dont tu as parlé en introduction, là, franchement, ça frappe l'imaginaire, là, notamment l'article de Radio-Canada là, qui est sorti sur l'individu non-binaire qui voulait recevoir une coupe de cheveux dans un salon de coiffure, mais qui ne trouvait pas le bon enregistrement formulaire en ligne pour personnes non-binaires. Moi, j'ai écrit un article là-dessus que j'ai publié cette nuit qui est Oui, on va aller voir ça. assez philosophique, en fait, essentiellement philosophique, parce que je remonte à la genèse de ce type de pensée-là qui est issu du postmodernisme, qui est un courant de pensée qui a influencé les facultés universitaires de manière incommensurable, surtout en sciences sociales, et qu'on peut qualifier d'endoctrinement des esprits, littéralement. Oui, c'est de l'infiltration planifiée depuis longtemps contre nous. Là. C'est assez clair, là, je veux dire, c'est assez visible, là, on le voit. Là. C'est-à-dire que cet endoctrinement-là va aussi avoir un impact dans la vie réelle des gens. C'est-à-dire que si vous poursuivez un cursus universitaire pendant 3 ou 4 années et qu'on vous matraque avec ce genre de théorie-là, à un moment donné, ce ne sera pas uniquement de la théorie, c'est-à-dire que ça va définir votre prisme de compréhension du monde et la pensée avec laquelle vous allez observer le monde va être celle de l'idéologie qu'on vous a inculquée. Et d'où l'adéquation entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que si vous baignez dans cet environnement-là, universitaire, de gauchisme structurel, avec des gauchistes finis, qui à tous les jours ressassent des théories de gauchistes postmodernes, il est clair qu'à un moment donné, il va y avoir une adéquation entre le corps et l'esprit qui va s'établir, c'est-à-dire entre la pratique et l'aspect cognitif de votre personnalité. Et on voit que les individus qui sortent des facultés de sciences humaines, après 3 ou 4 ans de bac, sont des militants radicaux, pratiquement. Et c'est plus ce que c'était avant, parce que moi-même issu des sciences sociales, le département des sciences sociales, relations internationales, bac en sciences politiques, à l'époque, on avait quand même une certaine liberté économique de penser. On avait le droit de contester, de ne pas être d'accord. Là. Mais là, je sais que ce n'est plus le cas. Ça a pris toute une tournure, effectivement. Tu as utilisé une expression que j'aime bien. C'est très difficile d'être de droite à l'université aujourd'hui. Ils ont tout ça à l'époque. On avait le droit d'avoir des kiosques de partis politiques. Et tous les partis, donc on s'ostinait, on chicanait des fois, nous autres, dans l'espace public, mais c'était correct, c'était normal. Tu avais le kiosque des libéraux, des conservateurs, QS n'était pas là à l'époque. Tu avais même le Parti communiste des fois qui apparaissait, mais les autres ils étaient 3 ou 4, puis on riait d'eux autres. Mais sauf qu'ils ont passé par les professeurs et l'enseignement. Et une des premières choses qu'ils ont fait dans les années 90, fin 90, début 2000, entre autres, c'est qu'ils ont éliminé toute discussion, tout débat et interdit les kiosques politiques à l'intérieur. Sauf que pendant ce temps-là, les cégeps, eux, accueillaient les Québec solidaires, les partis communistes du Québec, puis tout ce qui était gauchiste. Ça, il n'y avait pas de problème.
ça rentrait dans les campus, tu étais invité à parler. Avec Renault, à un moment donné, lors de la fondation des fédérations de contribuables, il y avait son trailer avec le chiffre de la dette du Canada. On va sur le campus universitaire de l'Université Laval en 2015. On s'est fait Mhm. éjecter. Il avait payé son Ah oui. stationnement. Oui. La police est venue nous escorter. Il était juste avec son auto et son trailer. Wow. Puis il affichait le chiffre de la dette du Canada. Et c'était vu comme étant une activiste. C'était vu comme politique. Alors, c'était juste ça, et on s'est fait expulser du campus de l'Université Laval. Donc, ça a commencé comme ça. Hein, puis, Ben, c'est l'emprise du politiquement correct, là. C'est l'emprise de la bien-pensance depuis les 15 dernières années ben sur, oui, sur l'ensemble de la société. Tu sais, tous les gens qui occupent des postes de pouvoir, que ce soit des hauts fonctionnaires ou des hommes politiques ou économiques, ne veulent pas être perçus euh, comme étant des moutons noirs qui sortent du lot, qui vont être décrits exact. décrits dans les médias comme étant des marginaux mais au final, c'est la pensée dominante de la gauche structurelle qui est devenue elle-même excessivement marginale et qu'on demande à tout un chacun d'accepter. Et les élites se plient à ce genre de dictat-là pour pas sortir du rang, tu sais, pour pas avoir Radio-Canada sur les épaules. Mais ce que tu as décrit là entre l'université de ton époque et l'université de mon époque, même à mon époque, moi euh, j'ai été impliqué dans la revue Aspect sociologique en 2018, qui est la revue des étudiants gradués à l'Université Laval en Hmm. sociologie. Puis, je peux dire que c'était déjà très, très entamé, là. Et la différence importante entre les deux époques, la tienne et celle que j'ai vécue, c'est qu'à l'époque, peut-être que ta lutte, la lutte que menaient les différentes factions se déployait strictement dans le champ politique, même si tout est politique en fait. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus une lutte pour les identités. C'est une Mhm. lutte pour les identités de genre. Et là, à partir du moment où vous mettez, tu sais, critiquer un parti politique, ça a toujours été accepté, puis ça l'est encore. Oui, oui. C'est parce que c'est quand même quelque chose d'assez impersonnel. Mais à partir du moment où vous critiquez un individu sur la base de son identité, ah là, vous êtes méchant parce que vous Hmm. attaquez à son ego, vous attaquez Ah, ah. à son moi intrinsèque. Et c'est pour ça, moi, je crois qu'il y a beaucoup plus d'intolérance aujourd'hui vis-à-vis un discours critique de la gauche postmoderne Très bon point. euh, il y a pu avoir dans ton temps à l'université de la dissension par rapport à un discours critique de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on a Oui, fait, c'est ça, on était on capable de doit, débattre contre quelqu'un, de ne pas être d'accord avec ses idées, mais tu sais, ça n'avait rien de personnel. Lui, il était d'un bord, l'autre était de l'autre personne, mais ça s'arrêtait là. Mais effectivement, là, on touche le point. Tu sais, comme la non-binarité, moi j'aime beaucoup, est une lubie constructiviste qui a été théorisée, enseignée dans les universités. En plus, ça a commencé à enseigner dans la foulée des différents courants issus du postmodernisme des sciences sociales. Je veux dire, ça met la table, hein? lubie, C'est la première lubie. phrase. Ça met la table. C'est la première phrase. Tu sais, si la première phrase vous choque, là, puis vous savez que c'est pas fait pour vous, ben, on tourne pas autour du pot, là. Tu sais, C'est ça. vous Mais connaissez mon point de tu as vue. mis le doigt dessus. En partant, c'est ça, là, tu sais. Vous connaissez mon point de vue. Mais, euh, mais ceci étant dit, c'est grave parce que, en fait, toute cette lutte-là de la gauche postmoderne, c'est aussi traduite par un recul de la liberté d'expression. Parce qu'en s'interdisant de critiquer comme ça les idéologies du genre et les courants postmodernes à l'université, Mhm. la gauche culturelle, le gauchisme structurel, le gauchisme postmoderne, euh, a mené une lutte aussi contre la liberté d'expression des individus par Ah oui. l'intimidation, par l'intimidation. Et ils sont, ces gens-là, ça fait 15-20 ans qu'on forme des individus dans le milieu universitaire qui vont ensuite se retrouver sur le marché du travail. Tu comprends? Vont se retrouver sur le Mhm. marché du travail, vont être dans les salles de rédaction des grands médias, vont être dans des cabinets d'avocats, vont être au gouvernement, vont être un peu partout, intoxiqués par cette idéologie-là. Donc, ça s'est même traduit dans les structures de pouvoir de la société. Donc, on voit que
cette idéologie-là qui a contaminé les médias, ben, euh, euh, les gens qui sont dans les médias sont en accord dans les médias mainstream avec ça, pour une bonne part, sont en accord avec ça. Et si toi, tu prends la parole sur la place publique, comme nous, on peut le faire en ce moment, ce qui va se passer, c'est qu'on va subir l'opprobre des médias. Mais tu sais, un moment donné, c'est que faut prendre la parole. Quand on est un média indépendant, on fait les choses différemment de tout le monde, puis on avance en fonction de nos impératifs idéologiques propres, nos schèmes de Mais pensée, tu as etc. mentionné le mot des médias. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. À l'époque, encore là, même à l'Université Laval, le journal local, l'Université Laval, moi, je collaborais pas mal avec Impact Campus à l'époque. Et OK. les articles, il y avait 2 journaux sur le campus. Un qui était mou, pas poche, mollasson, et l'autre Impact, ça disait Impact Campus. On parlait assez librement, on s'exprimait fortement. Ah, c'est Et vraiment une encore autre là, époque, Dan, c'est révolu, tout ça. je le sais, c'est ça que j'ai vu, j'ai constaté ça. À un moment donné, j'étais à l'université. Qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? Wow, Ah mon ouais, Dieu, ouais. ça part de là. Et l'ensemble de l'écosystème médiatique, c'est ce qui s'est produit. Faire taire la liberté d'expression, si tu n'es pas un journaliste accrédité par la gang, tu es out. Et c'est eux qui décident qui est bon journaliste, qui est un journaliste, qui fait un travail. On l'a vu avec Alexa Lavoie de Rebel News, exemple. Puis, faut-il rappeler aux gens, pour être journaliste, tu n'as pas besoin d'un bac en journalisme en passant. Pas du tout. Et tu n'as même pas besoin d'accréditation du Conseil des journalistes du Québec. Alors, à l'époque, on La pouvait être Fédération professionnelle des journaliste. journalistes du Québec, FPJ. Oui, c'est ça. Tu n'es pas obligé d'avoir une accréditation d'eux autres pour faire ce travail-là. Et tu n'as jamais eu besoin. D'ailleurs, on peut avoir même une accréditation internationale qui est reconnue. Et on a viré maintenant récemment avec le journalisme citoyen, quelque chose qui les écœure. D'où le discours de censure encore de Macron, de Carney, des libéraux. On voit ça planer. Hein. Les réseaux sociaux et Internet, ça les énerve. À l'époque, Internet, ça lui tapait ses nerfs. Ils ne savaient pas comment contrôler ça. Et là, ce qui a explosé, c'est les podcasts indépendants, les médias indépendants. Ça, Ah, c'est ça. Ben, tu ça sais, c'est les énerve. quand Elon Musk a racheté Twitter X. pour en faire la plateforme X, Mm. il l'a dit littéralement, You are the news. Tu sais, maintenant, c'est vous les nouvelles. Puis d'ailleurs, X, c'est une des plateformes les plus consultées au Canada. Je pense que c'est même une des premières sources d'information au Canada et dans Mm. plusieurs autres pays. C'est pas l'autre éléphant là, qui pogne, là, comment ils appellent ça? Là? C'est pas, tu veux-tu parler de Blue Sky, ça? Ouais, je pense que c'est ça, une affaire de. En tout cas, peu importe. Il n'y a pas C'est un beaucoup de réseau monde dessus. social de gauchistes, ça. Ouais, ben c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Alors, non, c'est ça, on progresse. Et parlant du faux transgenre, tu as dû voir la nouvelle passer aussi, parce que là, on découvre que c'est un spécialiste de la controverse. Est-ce qu'il est payé? Donc, d'abord, il y avait ça, OK. Et là, on apprend qu'il y a le juge qui a accepté ça. Marqueur de sexe X, une grève de la faim pour faire plier la RAMQ. C'est le Oh oui, même c'est gars. ça. Ben, tu sais, Euh, cet individu-là semble être un militant là, de l'identité de genre à travers les structures institutionnelles. Là, oui. ah oui, impossible de se ça va-tu entendre? Il a été payé par qui ou quoi que ce soit. Là, hey, on est au 18 décembre 2020, pendant la pandémie. Hein? Ça fait longtemps là, qu'il travaille ce dossier-là. Là. Donc, il est financé par quelqu'un. Lui, c'est pas les antifas, mais il y a quelqu'un qui le pousse derrière. Là. Ça, je sais pas, j'en ai aucune idée. Y a-t-il des informations qui sont sorties par rapport à ça? Ben non, mais tu peux pas faire ça à temps plein. Puis il y a plusieurs causes. Et l'autre chose aussi, ce qu'il y a d'épouvantable avec ce jugement d'idiote-là, c'est une juge idiote, euh, ça va faire jurisprudence. C'est ça le problème. Possiblement, oui, possiblement. Je sais, ça Donc a ça, été c'est porté en un... appel. Donc, j'imagine que pendant qu'il y a un appel, le jugement est inapplicable. Mais s'il Oui. fallait que le jugement en appel soit entériné, là, soit reconnu comme étant valide, à ce moment-là, ça pourrait faire jurisprudence. Puis, si ça fait jurisprudence, ben, c'est pas drôle pour les entreprises du Québec, là, d'une part, qui vont devoir défrayer pour s'adapter à ce type de clientèle-là qui, au final, représente quoi? Représente quoi?
0,001% de la population, je ne sais pas, et Ça n'a aucun sens. qui possiblement, n'iront jamais dans leur commerce, même en région, mais pour se conformer à un dictat là, d'un gauchiste postmoderne qui a utilisé les structures juridiques là, comme le tribunal des droits de la personne, ben là, on va imposer ça à l'ensemble de la société. Ça m'apparaît comme étant une aberration, une idiotie totale. Euh, Ceci étant dit, cette personne-là, elle veut prendre rendez-vous sur le site web, puis oh mon Dieu, c'est ni homme ni femme. Ben, regarde, appelle, prends ton rendez-vous, là, à la place d'utiliser le formulaire, puis vas-y directement, puis dis que tu veux te faire couper les cheveux. Je sais pas. C'est pas. C'est Mais tellement. Alex Frédéric-Mignot, liste des plaintes que j'ai formulées au fil du temps, en lien avec mon marqueur de genre de son feeling. Alors, voici les domaines, produits et services partout, partout. C'est sa vie à temps plein. C'est USS aussi. À l'époque, je travaillais là-bas. Le personnel de sécurité et des ressources humaines me mégenrait à chaque interaction, pauvre petit. On n'y peut rien, c'est votre marqueur Ben, de sexe. tu vois, cette personne-là, ce qu'elle nous dit, en fait, ce qui nous révèle, c'est que lui, il donne du sens à sa vie par cette lutte-là, par cette cause-là, là, des personnes non genrées. Mais c'est une lubie au sens où c'est un produit de l'imagination. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui existe dans la réalité, le non-binarisme. Ce n'est pas un donné biologique réel. Mais non, C'est si le tu te fais produit de soigner à l'imagination, l'hôpital, c'est-à-dire que tu vas aller pour te faire un test gynécologique, excuse-moi, bonhomme, mais tu pourras pas, là, tu sais. je vais te lire un petit extrait, là. Un petit extrait du texte. Un petit peu. Une seconde. Pas de problème. C'est-tu un texte sur X où je peux le partager? Je le dis clairement, là, tu sais. Je le dis clairement, je dis... bon. Tout cela participe du même phénomène, soit le principe selon lequel l'auto-identification subjective n'a pas de limite une fois qu'on découple l'identité du réel. Ainsi, à la racine de toute chose, le monde est ce que l'on désire qu'il soit, une construction mentale que l'on projette sur le plan matériel. Tu sais? Fait que, en fait, là, cette personne-là se dit qu'elle est comme ça, et parce qu'elle se dit qu'elle est comme ça, elle en fait la projection, tu sais. Mais ce n'est pas un donné biologique réel. Tu sais, puis là, ben, je le sais, moi, les tenants de ce type de théorie-là vont me dire, mais tu confonds l'identité qui est une construction sociale et le sexe. Mais c'est tout ce que je déconstruis justement dans mon texte. C'est tout ce que je déconstruis dans mon texte. Je dis que ça n'existe pas, je nie l'existence de cela. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a jamais eu à travers l'histoire des individus là, complètement marginaux de par leur androgynie ou des individus qui ont les deux sexes, mais c'était essentiellement des exceptions notables à l'échelle des sociétés. Groupusculaire, mais atomique, je veux dire, c'est 0,001%, là, je veux dire. Oui. C'était très rare, c'était rare. Et maintenant, c'est élevé à un statut culturel incommensurable où ça participe à l'ensemble des luttes de gauche postmoderne et où il faudrait se plier au transgenrisme et toutes les modalités d'accommodement raisonnable qui n'en finissent plus et qui devraient leur être imparties, le non-binarisme. C'est comme si... puis j'ai bien aimé aussi l'intervention là, à Radio-Canada hier. Voyons, c'est quoi déjà son nom, là, sur le panel politique, là. Mathieu Bocoté Non. lequel? Seigneur. En tout cas, mais bref, lui, Bureau, c'est Stéphane Bureau? Non. Non, pas du tout. Mais en attendant... C'est à Radio-Canada, mais tout ça pour dire que ce monsieur-là, là, il a dit il était contre le wokisme directement, puis il a dit que ça faisait en fait reculer les droits des homosexuels puis des lesbiennes parce que ça fait un genre de melting pot, OK,
qui, au final, aliènent l'individu normal de ce type de cause-là, parce que les gens trouvent que c'est tellement déconnecté du sens commun, de la réalité de l'individu régulier, là, normal, là, qui vit sa vie, là, puis que lui, ben, il n'y en a pas de problème de genre. Là. Bon, ben, c'est Christian Dufault, on va l'entendre. C'est ça. Je vais le mettre. On va l'écouter. Oui, parce que Christian Dufault, à Radio-Canada, et puis avec Mathieu Bocoté, c'est celui qui détonne le plus. Alors, démolit le wokisme institutionnalisé qui gangrène le Québec. L'extrême gauche radicale menée par Québec solidaire et ses exaltés comme Marie-Ève Coton et Alexandre Dumas est incapable de dénoncer des dérives comme ça. Pourquoi la gauche se demande pourquoi les gens préfèrent Donald Trump à les Henry, mais là, je vais faire jouer, mais regardez la face des deux au milieu. Et ça en dit long, ces deux-là, en plus. Mais plus sérieusement, bon, la personne qui se veut non-binaire, bon, c'est facile de taper sur elle parce que l'article de Thomas Gerbet, qui est très bon d'ailleurs, qui est très courageux, bon, on nous dit là, que la personne a fait 4 grèves de la faim, qu'elle a eu des idées de suicide, qu'elle était très déprimée. Bon, on est dans le délire. Mais le vrai problème, c'est les tribunaux des droits de la personne. Que ça soit que des individus qui dérapent, là, c'est la vie, c'est la société. Mais que lui se plaigne, vous dites, puis c'est son droit, que tout va bien. On peut critiquer, mais que le tribunal accepte. Ça c'est aberrant. Okay. Puis jusqu'à quel point on a besoin de ces tribunaux-là spécialisés qui sont devenus woke en pratique. L'idéologie woke a totalement pénétré. Puis je pourrais attirer l'attention sur quelque chose. On parle beaucoup de Trump, hein? Ces temps-ci, beaucoup de gens n'aiment pas Trump, critiquent Trump. Ben, une des raisons qui explique beaucoup plus qu'on le dit le succès de Trump, c'est des dérives comme ça. Qui choquent le monde ordinaire, qui disent... Absolument raison. Moi, personnellement, ça me touche parce qu'une de mes fiertés, c'est que j'ai été l'un des 2 producteurs et animateurs, il y a très longtemps, de la première émission de radio gay en français dans le monde. On s'est pas battu pour des niaiseries de même. Je trouve que c'est discréditer, en fait, le combat des gens qui sont plus marginaux. Mais aujourd'hui, les gens veulent plus se voir marginaux. Hein. Tout le monde veut être mainstream. Donc, moi, je trouve que, j'espère qu'ils vont aller en appel parce qu'il faut pas que ça devienne un précédent parce que c'est totalement inacceptable. Et c'est comment je pourrais dire ça? Ça discrédite, en fait, les féministes, ça discrédite les gays, ça discrédite les gens raisonnables qui sont des marginaux. Très bien. Et voilà. Donc, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Puis il a raison, tu sais, il s'emporte, là, on sent que ça le prend à cœur, tu sais. Mais il a absolument raison. C'est que, en fait, tu sais, les LGBTQ2+, etc., là, tu sais, c'est devenu un tel fourre-tout, en fait, que ça fait reculer peut-être les droits des gays, des lesbiennes, des bisexuels, tout simplement parce que c'était des luttes qui avaient été menées auparavant dans la société et qui avaient été acceptées, tu sais, puis personne qui faisait de la discrimination parce que quelqu'un était gay, là, tu sais, je veux dire, c'était devenu comme quelque chose de normal, mais avec ce genre de fourre-tout-là, tu sais, avec ce genre de fourre-tout-là, là, ben là, on voit les LGBTQ2+, là, comme étant de drôles de moineaux à cette heure, là, tu sais, ce qu'ils veulent imposer au reste de la société avec la non-binarité, le transgenrisme, les comptes pour les enfants, Mais je me souviens, il y a quelques années, on avait dit... parce que, comme tu l'as mentionné, c'était accepté. Il n'y avait pas de guerre, de clash ou quoi que ce soit. Tu sais, ça avait évolué là-dessus. Puis, tu sais, il n'y avait pas de guerre ou quoi que ce soit à ce sujet-là. C'était correct. Puis là, j'avais entendu des groupes, justement, ces groupes extrémistes-là, qui étaient avec Québec solidaire, justement, je pense, dans le coin de 2012-2018 à peu près, entre les deux, là, parce qu'on commençait à avoir plus de droite, un petit peu de discours de droite. Puis là, ils disaient, ben là, on ne veut pas juste se faire accepter. C'est pas suffisant de nous faire accepter, ça ne marche pas. C'est pas ça qu'on veut. Ah bon? Ils disent non. Et on veut que ça soit comme partout, obligatoire, puis le même traitement comme lever sur un piédestal, finalement. Là. Donc, ils visaient d'autres choses. Ils étaient en mission. Puis, ça fait peur, quelqu'un comme ça, puis du monde comme ça, comme le débile qui fait ça, puis je vais commencer le traitement. Il faut le surveiller. Je vais vous dire pourquoi. Regardez bien ça ici. Mon médicament de thérapie hormonale était en rupture de stock à ma succursale habituelle. Et la pharmacienne en poste m'a carrément dit, m'arranger moi-même, que son équipe n'avait pas le temps de m'aider à en trouver ailleurs. Ce qui n'est pas vraiment vrai. Comme quoi, les médicaments de certaines personnes sont plus importantes que d'autres et que les thérapies de remplacement hormonal ne sont pas des vies. En fait, puis là, il a fait une plainte. Nos excuses, vos préoccupations sont transmises. Nanana. J'ai demandé une mise à jour. 4 mois plus tard, on a fini par me téléphoner. Bon, OK. Thérapie hormonale.
gars fucké, gars frustré, gars qui se plaint contre tout et rien. Ça fait-tu penser à quelque chose récemment qu'on a eu? Ça, c'est dangereux, ça, des affaires de même, là, parce que là, mentalement, là, il va péter les plombs. Puis il va manquer de ses hormones ou mauvais dosage de pilules ou autre. Et puis là, il faudrait l'enquêter tout de suite. Moi, je le vois comme quelqu'un à risque pour la santé des gens, la sécurité des gens. Et quand il dit ici, tu sais, la thérapie de remplacement hormonal ne sauve pas des vies. Dans son cas, je pense que ça dirait qu'il faudrait y en donner ou vérifier qu'est-ce qu'on lui donne avant que ça se dégrade. Parce que là, j'ai l'impression il s'est plein partout. Là. Moi, je vois ça comme du transhumanisme. Tu sais, c'est que cette personne-là est née homme, là, avec un sexe d'homme, probablement qui a été élevé comme un petit garçon aussi, là, tu sais. Peut-être que je ne connais pas son orientation sexuelle, peut-être qu'il est homosexuel. C'est son fou. Mais c'est possible. Non, mais ça aurait été très correct qu'il ne soit que ça, là, mais il a fallu qu'il devienne non-binaire. Puis pour réussir à être non-binaire, il faut qu'il prenne des médicaments qui vont transformer ses hormones. Donc, c'est du transhumanisme. Là, il est en transformation d'être un homme vers quelque chose qui est moins un homme. Il veut être non-binaire. C'est pas à nous, c'est à lui à s'accommoder. Là. Ben, c'est exactement le transfert de l'idéologie à la pratique dont je décrivais tout à l'heure, le modus operandi. C'est-à-dire que ça s'implémente dans la société. Plus on laisse courir ces idéologies-là, plus le transfert de l'esprit vers le corps, c'est-à-dire de la conscience vers la pratique matérielle, va prendre de l'ampleur, va s'implémenter, va se normaliser. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut, là? Une société de transgenre et de non-binaire? Mais voyons, pour faire une société, là, ça prend des familles traditionnelles, un homme et une femme, avec des enfants. Ça prend des gens qui se reproduisent. Regarde celle-là. La nature, c'est comme ça qu'elle nous a conçus, les êtres humains. Ouais, mais non. Moi, j'ai longtemps réfléchi à tous ces problèmes-là. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup lu. Puis vous savez quoi? Ben, moi, je trouve que la vision là, de l'individu normal, du quotidien, qui considère qu'un homme puis une femme, puis la famille traditionnelle, là, puis avoir des enfants, c'est bien, ben, moi, je trouve que c'est la plus saine. Puis la plus facile à comprendre puis à accepter. Puis après ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des exceptions, mais de là à en faire une sorte de système idéologique inculqué aux jeunes dans les universités, qui après ça vont tout être fuckés dans leur tête, qui vont devenir non-binaires, qui vont devenir transgenres, qui vont devenir parce qu'ils vont projeter la compréhension de l'idéologie qu'ils ont et la compréhension du monde qu'ils ont sur eux-mêmes pour devenir le produit de cette idéologie-là et sur le monde pour la forcer sur la société dans laquelle ils vivent. C'est là où ça devient dangereux. C'est pour ça que je termine mon texte en disant il n'y a pas un politicien qui va agir là-dessus. Il n'y a pas personne qui va vouloir se mouiller. Pourquoi? Parce que cette idéologie-là, ce courant-là postmoderne, roule depuis... depuis les années 90, mais il a pris de l'ampleur progressivement. Et là, on a des cohortes de diplômés qui ont été endoctrinés et qui sont maintenant sur le marché du travail et qui sont dans les médias. Et il n'y a plus personne qui veut maintenant prendre le bâton du pèlerin et essayer de s'élever contre ça. Ou il y en a, mais très peu. Puis, je veux dire... Hello, là, de Hello veut savoir, elle en reçoit là, des gens là, qui ont pris la parole là, dans les universités, tout ça. Puis, c'est du monde qui se font immédiatement censurer. Là, immédiatement. Oui, puis, mais une personne comme Hello ou autre, ils ne me font pas venir non plus. Ils font attention. Moi, j'ai répondu à Bernard Drinville là-dessus hier, publiquement, parce qu'il était supposément, on parle de politiciens, supposément outré de ce jugement-là. Moi, j'ai un message pour Bernard Drinville, puis je vais vous le montrer. Je l'ai publié publiquement. Tout le monde de la planète peut le voir, c'est parfait. Et il dit le courage n'est pas pour tout le monde. Hein. Est-ce que vous allez condamner l'idéologie mensongère de la théorie des genres? Aussi, votre ministre des Sports n'a toujours pas pris position contre les transhommes qui se battent contre les femmes dans les sports.
Ce jugement est le résultat de cette idéologie woke. Alors, lui qui dit, Bernard, ça va trop loin. Mais oui, mais c'est eux autres qui ont mis ça en place. Puis, allez-vous révoquer les juges idéologiques aussi? Hein? C'est des juges idéologiques. Va-tu les révoquer? Va-tu les tasser, là? On est rendu là. Donc, pour que la CAQ ait agi comme ça là, au courant des 2 mandats, là, ça dit en passant, la CAQ est finie. Là. Moi, j'ai écrit un article là-dessus. Là. Je ne pense pas qu'elle va revenir au pouvoir. Là. Je pense qu'elle va se faire balayer de la carte. Ils ont beau essayer un coup à la Mark Carney, là, avec Christine Fréchette. Ça ne marchera pas, ça. Mark Carney, il venait de l'extérieur. C'était pas une figure proéminente du Parti libéral. Il a déjà été conseiller de Justin Trudeau. Il était dans l'ombre. En tout cas, bref. Là, ils ont comme fait un coup de maître. C'est un coup de maître. Là, c'est un coup de génie là, d'un point de vue de la communication politique puis de la stratégie. Puis ils ont réussi leur coup. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour le pays. Ça veut, au contraire, Mark Carney est un globaliste. Bon, c'est un autre sujet. Mais ceci dit, la CAQ n'a pas les mêmes ingrédients pour répéter la même formule, la même recette. Hein, parce qu'ils n'ont pas pris quelqu'un de l'extérieur. Fait que moi, je pense qu'ils ne réussiront pas leur coup politique de changement de chef, surtout qu'il reste très peu de temps avant les élections. Puis pendant la campagne électorale va officiellement se déclencher là, à l'automne prochain. Puis durant l'été, tu as beau faire des barbecues et serrer des mains, les gens ne sont pas en mode politique campagne. C'est l'été. Fait que, en fait, le parti est fini. Mais ceci étant dit, ils récoltent ce qu'ils ont semé pendant toutes ces années. Puis pourquoi ils se sont pliés? La CAQ, pourquoi elle s'est pliée à l'idéologie transgenre? Pourquoi elle a pris des positions qu'elle a prises durant toutes ces années, alors qu'elle se décrivait comme de centre-droit, nationaliste, En fait, la CAQ n'a jamais eu rien d'autre de nationaliste que ses paroles, que ses propos. Pourquoi? Ben, c'est par calcul politique. C'est strictement par calcul politique. Elle a fait le calcul qu'elle allait obtenir la respectabilité radio-canadienne, là, la respectabilité de l'écosystème médiatique en prenant ce genre de position-là. Alors que ce n'est pas du tout leur électorat, ce n'est pas du tout leur niche, c'est un très mauvais move politique. Leur base, là, sans sac de ça, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ça les horripile. En fait, leur base tient probablement le même type de discours que toi et moi nous tenons aujourd'hui sur ces enjeux-là. OK. Donc, il y a eu une influence extérieure, comme on l'a vu avec le pandémie. McKinsey, entre autres, tout l'agenda mondialiste. C'est clair. Tout était contrôlé par McKinsey. Hein? Tout était contrôlé par McKinsey. Et d'après moi, c'est la même chose, mais je reviens sur le débile, parce que moi, je le considère comme dangereux. Tu parlais tantôt, on parlait hommes et femmes, sexe biologique, reproduction, peuple. Mais regarde qui a attaqué. Puis ça, faut y penser, là. C'est pas tous les jours que tout le monde pense à ça. Il est allé sur Ancestry. Ancestry, ça, c'est le système, évidemment, pour la généalogie. Vous venez d'où? C'est qui vos parents qui vous ont mis au monde? La plateforme demande notre sexe à la naissance et le rend visible à toutes les personnes avec qui des rapprochements génétiques sont détectés. Ben oui, t'es pas né d'une feuille de chou, bonhomme. Leur service est donc non sécuritaire pour les personnes trans et non binaires. Fait que là, il s'attaque à Ancestry, il a fait une plainte. Non sécuritaire. Oui, c'est ça que je te dis. Il est dangereux, ce gars-là. Là. Non sécuritaire. En quoi c'est non sécuritaire? Et voilà. C'est qu'à un moment donné, là, c'est comme si la société devenait un safe space là, pour cette personne-là. Puis tout doit être une bulle autour de lui. Ben, c'est ça. En fait, là, à travers ce genre d'idéologie-là, c'est la résurgence de l'ego au maximum. Il est dangereux. C'est mon ego, c'est moi, c'est mon combat, c'est ma personnalité. Je suis non-binaire, donc je suis très, très spécial. Et je suis vexé si on n'a pas les services pour mon bon genre, mon genre à moi. Donc, la résurgence de l'ego à travers une idéologie inculquée dans les universités, c'est excessivement pervers quand on pense à ça. C'est excessivement pervers. C'est parce que la résurgence de l'ego, en fait, c'est tout sauf de l'altruisme. C'est de l'égoïsme. Puis là, ben, lui, il va dire, oui, mais c'est parce que c'est moi. C'est vous qui êtes égoïste envers moi. C'est la position de la victime. Puis la victime dans l'ego. Mais là, s'il se sent menacé, ce fou-là,
peut prendre les armes pour attaquer parce qu'il dit « je me sens Ça, je ne sais menacé ». pas. Je ne veux pas extrapoler là-dessus, là, comme le gars, il est fou, puis il va prendre les armes, puis ça. Je ne sais pas. Non, parce qu'on a eu quelques-uns dernièrement, là, mais... On n'ira pas là. Oui, mais Non. OK, il y a le phénomène des Trantifas là, qui sont dangereux, là, puis qui ont vraiment des armes aux États-Unis. Puis que, bon, OK, c'est un vrai phénomène. Ça, moi, j'ai déjà écrit là-dessus, là, les Trantifas. Mais concernant cet individu-là, précisément, moi, je fonctionne à partir de l'information qui est rendue publique par rapport à ça. Je n'irai pas spéculer sur le fait qu'il puisse ou qu'il ne puisse pas être dangereux. Là, je ne sais pas. Là. Ben, regarde encore, regarde ça ici. Là, c'est un autre, la banque Tangerine. J'ai demandé à retirer la mention monsieur, madame de mon profil qui me cause du mégenrage lors de chaque interaction avec leur personnel. Il a fait une plainte à l'interne. Encore, leur administration a refusé en évoquant des soucis de sécurité. Depuis quand les personnes non binaires incarnent la criminalité, la loi du contraint. Donc, il se sent vraiment menacé, perturbé, attaqué. Je ne sais pas s'il est financé. Tantôt, tu as parlé s'il est financé. Il semble mener une lutte de tous les instants. Là, il n'arrête pas, là. Pour la cause du non-binarisme, là, une lutte de tous les instants, puis avec à peu près tout ce qui peut croiser son chemin. Bon, là, le problème avec ça, c'est que c'est le cœur et le centre de sa vie, puis à peu près juste ça, on dirait. T'sais. Fait que c'est que lui qui aime ça, il nourrit justement son ego avec ça parce que ça lui apporte de l'attention. Hein? Ouais. Est-ce qu'il a manqué d'amour dans son enfance? Je sais pas, moi. Je sais pas, je lance ça comme ça, je veux pas faire de la psychopathe. Mais, il devrait être soigné en psychiatrie puis ça presse, puis peut-être d'autres sortes de pilules. Mais honnêtement, il se retrouve dans les médias, puis il se retrouve valorisé à travers ses combats. En fait, la meilleure chose qu'il faudrait faire, c'est ne plus lui donner d'attention, d'une part. C'est comme un enfant qui crie tout le temps. Là, quand tu as un enfant qui crie, qui veut son jouet, tu arrêtes de lui donner de l'attention. Ben, c'est un peu la même chose. Ça peut paraître un peu hautain, ce que je dis là ou condescendant, mais l'analogie tient. L'analogie tient. Le problème, puis c'est comme Christian Dufour le disait, le problème dans tout ça, c'est quand l'idéologie s'incruste dans les instances étatiques, donc dans les institutions notamment, puis moi j'en parle dans le texte aussi que j'ai écrit sur indocidemedia.com, c'est les tribunaux, c'est l'université, hein? C'est les formations EDI dans les grandes entreprises. Mais alors que l'indice ESG, même le président de BlackRock l'a laissé tomber l'année passée, l'indice ESG. C'est vrai, c'est vrai. Puis, c'est lui qui l'avait mis de l'avant. Débile, ça, c'est Fred. Il joue avec nous comme des marionnettes. Puis aussi, c'est quoi? C'est d'autres, c'est la discrimination positive dans les entreprises. Pour engager des personnes issues des minorités ou différences de sexe ou différences de genre ou différences de... donc, c'est tout ça, en fait, qui a été institutionnalisé, ce qu'on a appelé le wokisme, en fait. Ça participe à tout ça. C'est comme une grande et vaste catégorie, le wokisme, qui est issu du courant postmoderne de la gauche, là, le postmodernisme, qui est un courant philosophique. Exact. Et ça, c'est ça. Puis l'immigration de masse ou responsable qu'on a vécu au Québec, là, il y avait des débats. Le débat s'est invité. Ça s'est invité au débat de la course à chefferie du parti de la Coalition Avenir Québec. Des gens voulaient mettre fin. On sait que le ministre de la CAQ a dit ben après novembre, c'est plus reporté. Et là, branle-bas de combat de la part des institutions d'entrepreneurs ou autres pour ramener ça à tout prix. Le modèle d'affaires est vraiment, vraiment basé là-dessus. Et regardez comment on fait. Qu'est-ce qu'on a comme article. Puis là, c'est ça le modèle d'affaires. Les hôtels. Fin du programme de l'expérience québécoise, les hôtels commencent à perdre leurs employés. Tourisme Québec. Bon, d'abord, la part des hôtels ici sont syndiqués. Commencent à perdre des employés. Mais je pense qu'ils vont pouvoir peut-être en engager d'autres. On a le collège à Québec qui enseigne le tourisme au Québec. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était ça leur modèle d'affaires, basé là-dessus. Là. Ben, tu sais, c'est à cause que le modèle d'affaires il est maintenu artificiellement. On n'est pas... tu sais,
c'est pas la loi du marché, là. C'est pas Non, l'offre puis la demande. pas C'est du tout. pas tu es un employé, puis voici le salaire que je suis prêt à te payer, puis toi, tu es mon employeur, puis voici le salaire que je demande, puis il y a une négociation entre les deux, ou bien il y a un syndicat qui négocie les salaires pour les. C'est pas la loi du marché. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une distorsion dans le marché de par les subventions que les gouvernements Mm. offrent pour tous les employés immigrants. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est qu'il y a des panoplies de programmes fédéraux, programmes provinciaux qui subventionnent les salaires des immigrants. Alors, les employeurs, eux autres, veulent toujours maximiser leurs profits, augmenter leur marge bénéficiaire, puis c'est normal. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont prendre l'employé qui coûte le moins cher. Fait que s'il y a 50% du salaire de votre employé qui est payé parce que c'est un immigrant, là, est-ce que vous allez engager un bon petit Québécois de souche qui va vous coûter le double? Absolument pas. Mm. Absolument non, pas. non, On le voit. puis... Ça, c'est une aberration. Hein? C'est une aberration. C'est pas juste une aberration, c'est une forme de trahison des élites, ça. Tu sais, d'avoir instauré ce type de programme-là, puis d'avoir imposé à la société l'immigration massive, là, c'est une forme de trahison des élites. C'est pas compliqué, là. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Puis je vais dire une affaire. À 612 000 immigrants, là, résidents temporaires, là, comptant les demandeurs d'asile au Québec, là, OK, on en a reçu plus qu'assez. Plus qu'assez. Il est temps qu'il se passe de quoi. Puis là, ce qu'on voit, c'est du militantisme de la part des chambres de commerce. C'est du militantisme de la part de la caste, de la petite caste là, bourgeoise là, de la PME, là, la caste bourgeoise des PME qui elle, ben, il trouve son gain là-dedans, il trouve son profit là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse pour l'immigration massive. Elle pousse oui, puis ça, c'est ce matin. Ça, c'est ce matin. Elle, c'est des chefs d'entreprise. C'est des gens qui font des très bons salaires. Mais c'est pas ces gens-là, là, c'est pas eux autres qui vont. Tu sais, parce qu'ils se posent comme des défenseurs vertueux, là, tu sais, des immigrants, puis on est donc gentils, puis on est donc bon. Ouais, mais un instant, comprenez-vous qu'on a une crise du logement? Comprenez-vous que c'est les gens à faible revenu qui en paient le prix? Comprenez-vous que les jeunes au Canada, là, le taux de chômage des jeunes au Canada, là, il est, des 15-24 ans, là, il est à peu près à 15 %. C'est peut-être moins un peu au Québec. Là, je donne une moyenne nationale parce que dans les autres provinces, ils ont reçu beaucoup, beaucoup d'Hindous, alors que nous autres, on reçoit des Africains et des Arabes. Mais il reste néanmoins qu'un taux de chômage de cette ampleur 12,8 % en janvier chez les jeunes. C'est capoté. C'est un taux de chômage digne d'une récession. Ça veut dire que nos jeunes, nos étudiants, là, nos enfants, les 15-24 ans, compétitionnent, rivalisent contre les immigrants pour se trouver de l'emploi et que nos gouvernements subventionnent les emplois des immigrants au détriment de sa propre population indigène. C'est ça, la réalité. C'est ça. Exact. Puis, moi, je veux dire, je dis ça, je suis sur ta chaîne, Dan, là, je tenais un discours comme ça, public, là, dans une chambre de commerce ou ben non, devant le maire Marchand, là, dans une assemblée ou je ne sais pas quoi. On me traiterait de raciste. Parce que c'est l'excuse facile. C'est ce qu'on dit aux gens. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut être capable d'analyser la réalité pour ce qu'elle est. C'est que derrière le monde des apparences là, médiatiques, il y a un réel. Il y a du monde qui l'habite, cette société-là, avec des conséquences draconiennes sur leur mode de vie. Je veux dire, l'immigration massive qui a explosé là, depuis 2022, depuis la fin de la pandémie, là, moi, dans mes textes, je parle de changement de peuple. Je sais que Mathieu Bock-Côté utilise cette expression-là aussi, mais je parle même de grand remplacement. Puis je vois jusqu'à oui. Mais c'est une théorie du complot. Quand le terme est sorti, on a dit que c'est une théorie du complot. Oui, c'est ça. Non, mais c'est toujours comme ça. Alors, au début, ils vont nous dire quand il y a un phénomène qui commence à être dénoté par des analystes indépendants, on nous dit vous êtes des complotistes, une théorie du complot. Après ça, on minimise le phénomène, c'est la deuxième étape. Puis la troisième étape, c'est qu'on l'accepte, puis on dit de toute façon, c'est déjà implémenté. C'est le modus operandi des médias et des politiciens quand ils veulent nous faire avaler leur agenda. Mais
ceci étant dit, je veux dire, on est face à des changements démographiques majeurs. Non, oui, ben c'est historique. C'est historique. Comme nous n'avons jamais subi de toute l'histoire du Québec, peut-être. Oui, puis tu as des journalistes encore là, les médias, qui appuient ces demandes-là, qui sont contents que des gens se lèvent. Et c'est le festival de la misère qui est exposé. On ne peut pas faire ça, c'est pas humain, on n'est pas gentil. Puis là, les termes, hein, regarde, l'inquiétude grandissante en Montérégie. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut, ça? T'sais, on prend un cas et on le monte en épingle. Là, je veux dire, Salut Valérie! D'un point de vue, mettons, là, si on devait faire de la recherche là, universitaire, on dirait que c'est une forme de recherche phénoménologique. Et regarde, là, on donne des chiffres, hein? 50 000 emplois locaux, 10 000 nouveaux emplois dans la région, 3 800 postes à combler avec l'ouverture du nouvel hôpital d'ici 2028. Ça n'inclut pas les départs retraite, transferts internes, besoins directs. Je comprends qu'il y a des besoins absolument de travail, ça c'est sûr. Mais il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Peut-être qu'il faut revoir nos modèles. On ne l'a pas prévu avant. Puis effectivement, encore là, tu peux avoir une main-d'œuvre de travail temporaire, mais quand le visa est terminé, ben c'est terminé. Une main-d'œuvre d'appoint qu'on appelle, comme ça se fait dans certains pays. L'effet frontière à l'Ontario comme alternative, mais peut-être aussi, pourquoi pas ouvrir ça à des gens de l'Ontario, de l'Alberta qui viendraient ici. Et ça, on n'en parle jamais. Hein? Des Canadiens qui viendraient travailler ici. Donc, là, ce qu'on fait, les Canadiens anglais sont proches de nous, veulent pas, même si les gens ne veulent pas l'admettre. Il y a des différences culturelles majeures, historiques, absolument. Ben, c'est la barrière du langage, là, principalement. Mais, exact. Oui, oui, c'est une vraie barrière, là. On s'entend. Le reste, ce sont des peuples issus de l'immigration, issus de la colonisation européenne. C'est-à-dire qu'on est. Le Canada anglais et le Canada français, là, on est issus de la même civilisation. Exact, occidentale. Nous sommes des peuples de descendance européenne, donc on partage le même sang. On partage la même religion, c'est-à-dire le christianisme essentiellement, et le même mode de vie. Donc, la seule grande disparité, au final, c'est la langue. Donc, on est beaucoup plus proche, en fait, des Canadiens anglais que d'immigrants qui viennent d'autres civilisations, mais qui parlent français. C'est ça, la oui, c'est ça, c'est civilisationnel. Et même au Royaume-Uni, présentement, il y a un nouveau parti qui a vu le jour qui s'appelle Restore UK. Restaurer le Royaume-Uni. Alors, ça, c'est drôle. Mais là, ce que je fais défiler, c'est un commentaire hier ramassé sur un blog. Donc, là, je l'ai traduit en français parce que le blog est anglophone. J'ai travaillé, comme la personne l'a dit, donc j'ai travaillé, je vais l'avoir au complet. On parle de compétitivité justement malsaine là, entre les gens locaux et qui viennent. Mais regardez comment c'est important. J'ai travaillé pour le recrutement informatique. Pour un poste, les RH m'ont envoyé 60 CV. D'après leur formation, 10 semblent être des citoyens natifs, les 50 autres des étrangers. Pourquoi un citoyen devrait-il être en concurrence avec 50 étrangers, surtout quand au moins 10 autres citoyens postulent également? Et dans les 10 qui postulent, aucune subvention, aucune aide ne sera accordée à l'entreprise, mais bien sûr que les 50 autres, eux autres, il y a toute une subvention rattachée à ça. Fait qu'est-ce que les 10 vont être automatiquement éliminés? Pour un comptable, il va dire oui. Si lui, il va dire, oh, ils ont le même profil légal. Bon, on sait qu'il y a eu le scandale des 100 000 faux diplômes en Inde qui est sorti cette semaine. Mais 100 000, c'est une pinotte, c'est une bine. C'est pire que ça, c'est plus gros que ça. Parce qu'il y a des vrais diplômes donnés à des groupes, des universités dans le monde, je ne les nommerai pas, mais dans le domaine informatique, par exemple, que le niveau universitaire, en fait, correspond à notre niveau de collège ici. Et c'est des gens de là-bas qui me l'ont dit parce qu'ils ont vu la différence quand ils sont arrivés ici, ils n'en revenaient pas. Eux autres, ils ont fait un bac à l'université, ils arrivent ici, ils avaient les mêmes compétences ou moins que quelqu'un qui a fait un DEC ici. Parce que nous autres, on a une bonne catégorie. Donc là, c'est une autre affaire. Donc, quand on dit reconnaissance automatique, ben, il va falloir cibler notre reconnaissance automatique peut-être seulement
dans les institutions nord-américaines, puis Non, mais de il faut moins juste en moins reconnaître, européennes. je pense qu'il faut juste reconnaître que l'immigration de masse, c'est un fléau. C'est un énorme problème qui a été mis en place sous la gouverne du gouvernement libéral de Justin Trudeau et qui, depuis 2015, ne cesse de se produire. Et les Québécois, malheureusement, continuent à voter pour le Parti libéral du Canada. Et Oui. ceci étant dit, je n'épargne pas la CAQ non plus là-dessus. Tu sais, la CAQ, Non, ils ne se sont pas levés quand c'était le temps parce qu'ils auraient pu se lever quand c'était le temps. Là. C'est-à-dire que l'immigration au Québec, contrairement aux autres provinces, c'est une compétence partagée. Alors la CAQ, nécessairement, va partager le blâme qu'on peut faire au gouvernement fédéral en matière d'immigration de masse. C'est-à-dire que tous les faux visas d'études qui ont été donnés, octroyés là, dans les collèges dans le coin de Montréal, je veux dire, puis même l'immigration permanente, tout ça, il y avait des cibles beaucoup trop importantes. En fait, la CAQ se disait nationaliste, ne l'a jamais vraiment été, et a cédé, en fait, à son aile rouge, parce que la CAQ, c'est comme une association, hein? Il y a l'aile bleue, il y a l'aile rouge. Oui, c'est l'agenda 2030, c'est l'agenda 2030 déguisé, là. Elle a cédé à son aile rouge, qui est très, 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 très proche du patronat. Très proche du patronat. Donc, c'est le discours du patronat, c'est les cibles en immigration du patronat. Et puis, c'est le cible qu'elle a cédé à la bien-pensance. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a cédé à la bien-pensance sur la question des trans. Mais regarde, on les a les chiffres. Je veux dire, ceux qui nient ça, immigration temporaire au Québec, on est passé de 2016, exemple, à 110 000, 2018, 151 000, à une immigration temporaire 2024, 597 000. Ça, c'est une ville comme Québec, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est au Québec, là. Je veux dire. Et c'est pas vrai. C'est juste les temporaires. C'est juste les temporaires. Oui, c'est juste. Ça exclut ce qu'on a perdu de vue. Plus bon an, mal an, on donne à peu près la résidence permanente à quoi, 50 000 personnes par année au Québec? À peu près, c'était ça les seuils. Donc, mais même là, 597 000 immigrations temporaires, je veux dire, c'est énorme, c'est fou. Et là, toute velléité de référendum quelconque est condamnée à mourir parce que c'est 597 000. Mettons qu'il en reste 500 000, ils sont temporaires. S'il y a un référendum, le gouvernement national canadien, il va dire, OK, vous devenez citoyen canadien, vous restez au Québec. Là, il y a un référendum, vous allez pouvoir aller voter. Pour qui ils vont voter, vous pensez? Voyons donc. Alors, mais la CAQ, ça a pris trop de temps. 2017, Legault a lancé l'alarme apparemment, mais pas assez fort. Et c'est pas vrai que Legault ne pouvait rien faire. Le budget de francisation, ça, je couperais ça parce que c'est pas à nous à franciser les gens qui arrivent, désolé. Ben, tu sais, tout le chemin Roxham, Dan, le chemin Roxham, il est rentré 113 000 personnes entre 2017 et 2023. Tu sais, c'est 113 000 illégaux, là. Tu sais, c'est des gens qui partaient des États-Unis à pied, puis qui rentraient, là, tu sais, à cause qu'il y avait une faille dans l'entente sanitaire pays sûr. Fait que c'est 113 000 illégaux comme ça là, qui sont rentrés. Il y a plein de monde dont on a perdu la trace. Mais le chemin Roxham, les hypocrites, en 2023, je suis allé au chemin Roxham avec Maxime Bernier. Là, on a le vidéo et on n'a pas pu aller au chemin Roxham, nous. C'est la SQ qui nous empêchait de se rendre là pour voir ça. Et la raison officielle que le gars de la SQ nous a donnée, c'est ça pourrait perturber les arrivants. On pourrait les perturber. Le mot, c'était ça. On pourrait, regardons ça, toi. Donc, le gouvernement du Québec, c'est la SQ qui nous a. C'est la SQ, il y a 1 kilomètre de distance qui nous a barrés. Pensez-y, là. Donc, c'est-à-dire que la SQ pouvait intervenir sur ceux qui sortaient là, escorter l'autobus jusqu'en Ontario, puis t'es donc là, t'es laissé à Cornwall, that's it. T'es laissé pas débarquer au Québec. Dans un pays qui se respecte, là, avec un gouvernement national qui se respecte, là, ça aurait nécessité des mesures beaucoup plus dures, beaucoup plus draconiennes. Ça aurait pris un gouvernement qui prend les choses en main et qui envoie un signal clair à Ottawa qui dit, nous autres, là, ça rentre chez nous et on ne veut pas. OK? Fait que tu fais comme Donald Trump a fait, tu mets des clôtures.
sais, lui, Ben il a oui. bâti un mur, puis il a fermé la frontière sud, OK? Puis ben ça, là, ça a mis fin au trafic d'êtres humains, au trafic de drogue, puis au trafic d'armes. OK? Puis ça a sauvé des vies parce que, tu sais, on parle du dossier Epstein là, depuis plusieurs semaines maintenant, là, Exact. plusieurs années, mais c'est juste que les endormis des médias mainstream ont toujours dit que c'était du complotisme. Puis, Oui, en comme ça, 2016, on en parlait. parlait, mais c'était de la Tu sais, conspiration, là, tu sais. c'est ça, c'est ça. Fait que là, maintenant, c'est mainstream, maintenant, c'est Mais rendu comme le accepté. chemin Roxham, le chemin Roxham, c'était vu comme une théorie du complot. Quand on en parlait, on disait on se faisait dire qu'on exagérait. J'ai l'extrait. Oh, Mais oh, le pire dans tout ça, là, Dan, là, c'est que attends un peu. les gens qui traversent illégalement la frontière, là, le chemin Roxham, c'est peut-être terminé, mais il y en a encore des tonnes. Oh, Ça oui. continue à passer, ça circule là à tous les jours. Ça circule Puis, là à tous les oui, jours. ça continue. C'est pas tout à fait fermé. Et il passe par un autre chemin aussi. Puis Non, mais il faut là, savoir là, qu'il y a un type, là, un Américain, puis ça, je voulais le faire moi-même, mais je ne l'ai pas fait, qui a contacté des réseaux de passeurs, OK, oui. sur Instagram. C'est la communauté sikh de Montréal qui s'occupe de ça, soit dit en passant. Là. Ah, Tu payes à peu près 2500$, là, ou 2 hindous, là, je ne sais pas trop. Tu payes 2500$, puis là, ils te font habiter dans une maison temporaire à Montréal, puis à un moment donné, tu embarques avec un chauffeur, puis il t'amène à 1 heure de route. Il t'amène à la frontière, puis là, il te laisse à quelque part, puis tu marches 1 heure, tu traverses les lignes, là, puis de l'autre côté, tu as un autre chauffeur qui t'attend, puis t'embarques, puis il te débarque au Temple Sikh à New York. Là, un truc du genre. oui, puis Ça coûte- je ça- confirme, les gens, tu sais, Francine, je le sais, je suis au courant. C'est juste un point, mais je vais faire jouer une vidéo parce que vous allez voir, c'est pas une question qu'on fait confiance à SQ, c'est nous autres qui nous ont barrés. Alors, dans la vidéo, c'est pour ça qu'on l'a filmé. Puis, oui, c'est une passoire. Le Canada est une passoire. Ouais, Roxane, ben oui, on est là. Et je suis en compagnie de Maxime Bernier. On est été d'accueil de la SQ. Le chemin est là-bas, à l'autre bout. On n'a pas eu l'autorisation d'approcher. Bonjour, Maxime. Allô, Daniel. Alors- Un peu décevant, mais on fait en sorte que les migrants illégaux puissent venir ici au Canada en traversant notre frontière, mais nous, on ne peut pas se rapprocher du chemin Roxham. C'est comme si il y avait des choses à cacher là-bas. Tout le monde le sait qu'il y a plus de 35 000 personnes qui ont traversé la frontière. Il faut que ça arrête. Yes. Et un mot aussi, il y a eu Christine Anderson qui est venue au Canada. Belle visite, tu l'as rencontrée. Donc, C'est le monde en envers. Hein? Nous autres, on ne peut pas se rendre dans notre... Nous, citoyens du pays dans lequel on a la liberté de mouvement, la liberté de circulation garantie par la charte, OK? Nous, citoyens, de naissance sur ces terres, sont interdits. Mais par contre, les immigrants illégaux qui veulent se rendre à notre frontière et la traverser légalement, illégalement, ont le droit, mais pas nous. C'est le monde en envers. C'est le monde en envers. C'est complètement... Je répète, c'est la SQ. Tu réalises-tu tout ce qui se passe, Dan? Tu réalises-tu, tu sais, c'est fou, hein? les idéologies des universités, tout ce qu'on vient de dire, tu sais, puis les jeunes qui sont mêlés, puis le non-binarisme, puis le transgenrisme, puis là, après ça, l'immigration illégale, puis tout ça. Puis t'imagines-tu la soupe, puis à travers tout ça, là, tu sais, la soupe que ça donne, puis à travers tout ça, là, tu sais, Dan, c'est important de comprendre que partout où il y a des activités de migration de masse, le crime organisé est présent. Le crime transnational organisé. Okay? Donc, on parle des cartels mexicains, on parle des triades chinoises, on parle des groupes criminels locaux, là, les Hells. Pourquoi? C'est du trafic d'êtres humains. C'est de la traite d'êtres humains, essentiellement. Il va toujours y en avoir. Ça va être accompagné par les migrations de masse. Donc, tu sais, si en 2017, là, on avait été sérieux puis on avait eu un vrai gouvernement national, là, il aurait construit des clôtures puis des murs, il aurait mis des gardes, il aurait donné des ordres. Et on aurait eu droit parce que sur la terre fédérale, tu ne peux pas, OK, mais il n'y a rien à 10 pieds de la clôture fédérale. T'en mets une, toi, je veux dire, tu fais ce que tu veux, là, je veux dire. Puis tu mets des patrouilles, et comme je dis, on le voit, là, la SQ est intervenue. Fait que la SQ a pu y prendre. Puis, oui. T'empêches les gens de rentrer. Autrement dit, tu fais le travail qu'Ottawa devrait faire. Tu protèges la frontière. Techniquement, on ne pouvait pas les empêcher de rentrer justement parce que le fédéral est le centre du territoire canadien. Sauf que
comme on le répète, la SQ qui nous a arrêtés. Donc, il aurait pu prendre l'autobus de migrants au lieu de l'envoyer à un des 64 hôtels de Montréal qui a contribué à mon pays. Tu pognais l'autobus, tu l'escortais jusqu'en Ontario ou à Ottawa, puis tu es dompé là. Tu les escortais jusqu'à Gatineau, si tu veux, l'autre bord du pont. Ça, c'est Ottawa, là. Trudeau, il vous aime, là. Allez voir Trudeau, arrangez-vous avec. Tu les aurais escortés, il n'aurait pas mis le pied sur le sol québécois, hein, parce que c'est fédéral. Tu n'es pas obligé d'accepter les illégaux. Puis, ah ouais, arrangez-vous. Mais non, c'est pas ça que la SQ a fait. Et comme tu l'as vu, la SQ a empêché plutôt des citoyens canadiens d'aller voir ce qui se passait à leurs propres frontières. Alors, c'est ça. Mais c'était voulu. C'était voulu. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau souhaitait ça. Il voulait ça. Ouais. Il l'a dit. Il a fait son fameux tweet là, en 2016. Là, tous les maltraités de la Terre au Canada. C'est un truc du genre. Je veux dire, c'était voulu. Puis c'est comme si la CAQ avait joué dans un mauvais film. Puis elle n'avait pas su comment réagir. T'sais. Mais c'est parce que la CAQ n'a pas d'identité. C'est l'aile bleue, c'est l'aile rouge, en fait, c'est de la communication politique, on chemine entre les deux, on ne sait pas trop ce qu'on est, on ménage le chou puis la chèvre. Mais quand tu sais t'es qui, quand tu sais t'es quoi, quand tu sais ce que tu veux, tu sais comment agir. Puis tu sais, même si c'est le gouvernement du Québec, là, tu peux agir. Là, du jour au lendemain, tu prends des décisions, tu as un État à ta disposition, tu prends des décisions du jour au lendemain. Puis là, ça aurait fait un clash avec le gouvernement du Canada, mais... Il va y avoir du monde qui va crier, c'est ça. Le gouvernement du Canada va crier, les associations de défense des droits des personnes, des immigrants, etc., vont crier, tout ça. Mais toi, tu as pris ta décision, puis tu as agi, puis après ça, tu vas forcer les autres à entrer en négociation avec toi. Coupe les subventions, tu vas voir pour résoudre la situation. Puis crois-moi que s'il avait agi de la sorte, avec une sorte de fermeté, là, une fermeté dans l'action, là, ça aurait été réglé beaucoup plus vite. Donc là, ça n'a pas été réglé. L'immigration de masse a continué. La CAQ est sensible au discours des chambres de commerce, discours du patronat. Donc, on a continué à avoir des hautes cibles d'immigration. On a continué à recevoir les immigrants temporaire à la pocheter, puis on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où là, il faudrait leur donner la résidence, il faudrait leur donner des exceptions. Ils sont 600 000 sur le territoire, mais là, ils sont rendus au moment où leur permis est fini, puis on veut donc pas qu'ils s'en aillent, puis excuse-moi, mais c'est temporaire. Non, mais on ne peut pas subir des changements démographiques aussi importants en si grand nombre, en si peu de temps. C'est pas possible. C'est pas soutenable. Oui, puis même pour notre propre système, si on chiale que nos systèmes s'effondrent, regarde, il y avait un médecin dès leur rentrée, et vous, avez-vous un médecin aussi vite? Non. Puis le choc des civilisations, Dan. Le choc des civilisations. Ça se produit en Europe. OK? Il ne se passe pas une journée en Allemagne sans qu'il n'y ait pas une attaque au couteau, si bol. OK, il ne se passe pas une journée en Angleterre, puis ça, tu sais, les grooming gangs, là, avec les violeurs pakistanais, là, tu sais, puis là, on disait au début, non, c'est pas vrai, il ne faut pas parler de ça, c'est raciste. Ça a duré des années, puis là, ça finit par faire la une de tous les médias mainstream en Angleterre, puis aujourd'hui, c'est un sujet qui est accepté, mais le mal est fait, mais tu sais, c'est pas terminé, c'est culturel, ça continue, tu sais, fait que... Nous, on a à peu près 10 ans de retard là, sur l'Europe en matière d'immigration massive. Il faudrait peut-être en tirer les leçons maintenant, voir comment ça se passe chez eux. Il ne faudrait pas que ça devienne comme ça ici. Il ne faudrait surtout pas que nous devions, nous autres, là, Canadiens, Français, minoritaires sur nos propres terres. Oh, c'est déjà bien entendu. De toute façon, écoute, on fait l'apologie de quelqu'un qui se fait vasectomiser à 22 ans sans enfant. Par altruisme et féminisme, là. Je veux dire, ça ira pas loin, ça, là. Pas dans les enfants forts, là. Non. Comme peuple, là. C'est ça. En tout cas, ça va voir. Puis, une mesure, voici une mesure de Restore Britain, là, comme la Hongrie a fait. Alors, voilà, je vais vous traduire. Ça, c'est bien. Oui, parce que regardez bien, là, ça dérange. Le Réforme UK rétablirait le plafond des allocations pour 2 enfants. Revirement majeur pour les partis. Les critiques disaient que ça prolongerait des centaines de milliers d'enfants dans la pauvreté. Ils veulent remettre ça. Voilà.
supprimer la limite de 2 enfants. Plus loin pour encourager les gens à avoir des enfants. Et après ça, il va vouloir le voir pour le côté british et autres. Donc, on va voir ce que ça va dire. Keir Starmer, qui est pogné capitaine, et le prince Andrew, qui s'est fait arrêter aujourd'hui, va peut-être démissionner. Farage, le leader de Réforme UK, a déclaré qu'il souhaitait uniquement lever le plafond de 2 enfants pour les familles britanniques qui travaillent. Mais tentative d'être pro-famille avait échoué, avait Bousset se qualifié de socialiste. Mais c'est une façon de remonter de la démographie hors immigration. C'est ça, c'est dit. Puis tu peux avoir des choses là-dessus. Voilà, donc tu peux avoir des choses pour dire, moi, je vais faire ça une génération, 2 générations, peu importe, ou après tant de temps, tu peux tourner ça comme tu veux, là. Mais comme la Hongrie fait, d'ailleurs, et comme la Pologne qui a barré ses frontières, c'est assez clair, là. Il y a des possibilités de le faire. C'est ça, c'est pas grave, tu disparais comme peuple. Moi, j'ai écrit un article en date du 17 janvier dernier, qui s'intitule « L'Heritage Foundation enjoint à valoriser la famille et le mariage pour sauver la société ». Essentiellement, ils ont sorti un énorme rapport dans lequel ils disent la revitalisation de la société va passer par la famille traditionnelle. Pourquoi? Parce que ce n'est que la famille traditionnelle, la relation entre un homme et une femme qui peut produire des enfants. Et non seulement ça, mais produire des enfants dans une famille traditionnelle avec des couples stables. Donc, ce que la Heritage Foundation dit, c'est qu'il faut non seulement valoriser la famille traditionnelle pour que les gens aient des enfants, mais il faut valoriser le mariage. Parce que les enfants qui sont élevés dans des familles aimantes où les parents sont mariés vont être beaucoup plus à même d'être équilibrés et en bonne santé, bien élevés avec des standards sociaux, avec des valeurs. Et même s'ils viennent d'un milieu défavorisé, ils ont plus de chances de réussir dans la vie s'ils viennent d'une famille traditionnelle avec un couple marié. Et ça, ils ont montré, là, ils ont des données par rapport à ça. C'est une énorme étude. Là. Moi, je n'ai même pas tout lu l'étude. Là. Je pense que j'ai lu l'introduction de l'étude plus le résumé. Puis juste ça, ça devait faire 20 pages. T'sais. Mais l'étude doit faire une centaine de pages, un truc genre. Puis j'ai produit mon article à partir de ça. Mais ça, c'est clairement le genre de politique qu'on doit mettre en place. Non seulement, un, c'est d'arrêter l'immigration massive. Deux, d'encourager la reproduction de notre société. Il faut arrêter de compter sur les civilisations étrangères. Les civilisations étrangères, on les aime bien. On les aime bien quand on va les visiter. Pas quand ils viennent repeupler notre territoire à peu près en entier. Là, ou, je veux dire, c'est quoi les projections démographiques là, pour dans 20 ans? Là, projection démographique, en fait, c'est déjà au Canada maintenant. Les chiffres ne sont pas sortis, mais 2025, les Canadiens dits de souche à travers le Canada, pour l'instant, deviennent, là, c'est 50-50 approximativement. Et au Québec, on serait à peu près à 75 pour le moment. C'est ça, 75 de Québécois de souche au Québec. Mais je pense que mais c'est en baisse. Pour le Canada, je pense que c'est autour de 60-40. Non, ça a baissé. On approche du 50 déjà. D'ici 5 ans, c'est 50 au moins. Donc, carrément, et ça, c'est en Grande-Bretagne. Et regarde ça ici. Il a déclaré avoir quitté Réforme UK après des défections très médiatisées d'anciens ministres conservateurs qui étaient responsables d'avoir infligé une migration massive au pays. Les ministres conservateurs, on parlait de patronat tantôt et autres, c'est un peu tout le phénomène en Occident, il est pareil. Et là, ça s'ajoute, donc, 2 conseillers du comté viennent se joindre à nous. Mais la petite citation ici, ça ici. Bon, comparez cela à Rupert Lowe et Restore Britain qui ont défendu sans vergogne les principes que moi et la grande majorité du peuple britannique défendons, une démographie stable, des communautés plus sûres et notre mode de vie chrétien. Hey, ça, là, ce bout-là ici, ça, là, il y en a qui détestent ça, le christianisme. Non, mais tu sais, au final, c'est exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment définit-on une civilisation? Une civilisation, on va la définir sur sa provenance en fonction du sang, donc le sang qui coule dans tes veines, sur la langue que tu vas parler, sur la religion que tu vas pratiquer et sur ton mode de vie, la façon de vivre.
Donc, ces 4 critères-là, c'était les 4 critères que les Grecs de l'Antiquité utilisaient pour définir une civilisation. Ce qu'on vient de lire là, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit et c'est ce que je prône aussi, c'est-à-dire, sur notre territoire, ça prend des gens qui sont compatibles civilisationnellement. Donc, si vous avez peut-être 3 des 4 critères, vous êtes compatible d'un point de vue civilisationnel. Mais si vous ne faites pas preuve de au moins 3 des 4 critères, ça va être difficile pour le vivre ensemble. Ben oui, donc on le voit de toute façon, même si les gens veulent nier, ça devient un fait, c'est pas juste une anecdote. Au début, on dit que c'est une minorité, non. Et quand la minorité, si on dit que c'est une minorité, exemple, là, tu es rendu à 500 000, tu es rendu à 1 million, c'est une minorité, ouais, mais une minorité, 10 d'1 million, tu as quand même 100 000 à problème. Alors, j'espère que tu as tout ce qu'il faut pour t'occuper de ces 100 000-là. C'est pas clair. C'est devenu criminel, haineux d'être identitaire, exactement. Alors, ça prend un panel avec Éric Villeneuve aussi, gang de malades, je ne sais pas. On va voir. Donc, Éric Villeneuve, il est dans le chat, pour ça, c'est drôle. Bon, fait que c'est toute la même gang. On est dans le même problème civilisationnel. Il y a une élection au Québec qui s'en vient, on verra ce que ça donnera. Je me fais pas de grosses illusions, ceci dit, là-dessus. Mais tu sais, c'est drôle quand même parce que tu sais, je sais que la personne qui a fait le commentaire était probablement sarcastique en disant que c'est devenu criminel haineux d'être identitaire, tu sais, mais oui, ben ça dépend. C'est-à-dire que pour toi puis moi, ça ne l'est pas. Au contraire, c'est notre cheval de bataille en quelque sorte, tu sais. Puis pour cette personne-là qui a écrit ce commentaire-là, ça ne l'est pas non plus, mais le sarcasme se dénote parce que c'est la position de l'adversaire. C'est la position de l'adversaire qui voit le fait d'être identitaire comme étant quelque chose de criminel ou d'haineux. Or, qu'est-ce que la politique? La politique, c'est excessivement tribal. La politique, ce sont des tribus, ce sont des gens qui votent pour leur clan. Ce n'est que ça. Pourquoi pensez-vous que dans des quartiers culturels de Montréal ou même de Québec, on va aller chercher quelqu'un qui est issu de l'ethnie majoritaire de ce quartier-là pour être le candidat qu'on présente dans la circonscription? Absolument. Ben pourquoi? Ben parce que les gens se reconnaissent à travers cette personne-là. C'est du clientélisme, carrément. À travers son ethnie. À travers le sang qui coule dans ses veines, ça revient à la civilisation, le sang qui coule dans ses veines, la religion que cette personne pratique, la langue qu'elle parle, son mode de vie. Ça revient à ça. Donc, mais c'est drôle qu'on accuse souvent les Québécois d'être racistes, quoi que ce soit, mais dès que tu vois les partis politiques agir comme ça dans le coin de Montréal, mais tout le monde, très raciste. Je ne vois même pas ça comme du racisme. Non, c'est normal. Je vois ça comme une sorte de d'ethno-compréhension du monde tribaliste. Tout à fait normal que tout le monde applique. Voilà. En fait, c'est ça la réalité. C'est normal. C'est ça. C'est normal. Tu sais, c'est que puis peu importe la couleur de peau ou la race ou l'ethnie, tout le monde fait ça. Tout le monde le fait. C'est naturel. Voilà. Excellent. Ben, écoute, merci Julien Garon-Carrier. Merci de ton intervention. Encore une fois, très pertinente. C'était super le fun. Merci d'avoir reçu. Toujours un plaisir de venir sur ta plateforme, Daniel. Oui, puis on va bien sûr, on va faire un extrait de cette entrevue. Les gens apprécient beaucoup tes propos. Je vous invite à suivre évidemment Julien sur Indocile Média. Indocile Média. Oui, tout à fait. Sur indocilemedia.com. Vous pouvez me suivre aussi sur X. Sur Facebook, sur Telegram. Bientôt, je vais essayer, je vais voir. C'est parce que je vais m'ouvrir un compte TikTok, imagine-toi. Pour faire des clips. J'en ai ouvert un. Ça, là, TikTok, puis YouTube, puis Instagram. J'en ai ouvert un. J'ai regardé les profils. J'ai regardé les fils qu'il y avait là-dessus, puis après 10 secondes, j'étais tanné, là, mais mettons que. En tout cas, on va. On m'a suggéré de faire ça. Il faut quand même être sur tous les réseaux sociaux, mais personnellement, moi, ce qui me fait triper, c'est pas nécessairement ça, c'est de produire du contenu, puis faire de l'analyse, puis d'avoir des discussions comme toi et moi, on a en ce moment. Mais il faut quand même véhiculer cette discussion-là, cette analyse-là, puis il faut faire du marketing. Donc, on a besoin des réseaux sociaux. Et voilà. De toute façon, ça va juste hausser le niveau de TikTok un peu, au pire. C'est ça que ça va faire. Bon, Yann, un gros merci.
Merci beaucoup. On s'en parle. Bye-bye. Au plaisir. Salut. Salut à tous tes auditeurs. Merci. Alors, c'était Julien Garon-Carrier qui était là. Donc, toujours très, très pertinent. Indocile Média. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Alors, il n'y a pas la langue dans sa poche, évidemment. Ça se poursuit. Donc, non-binarité, l'article